il arrivait de Brazzaville, donc ça m'intéressait, et je l'avais interrogé sur son travail, et il avait été chargé par une entreprise de travaux publics de Pointoir de dégager les ruines de Mpila. Hein. Et il m'a raconté que le chantier était complètement verrouillé par l'armée, qu'il creusait avec ses engins pour essayer de déblayer tout ça, et que c'est par centaines qui sortaient les corps ensevelis sous les décombres de Mpila. C'était un gars d'une entreprise de travaux publics sur des engins Caterpillar, hein, qui déblayait les ruines de Mpila. Voilà, moi j'avais ce témoignage-là, de ce type-là, qui était spécialisé dans les problèmes de terrassement et de déblaiement de terrain. Par centaines, ils sortaient les corps avec leurs pelleteuses et le chantier était verrouillé et interdit. Voilà le témoignage aussi que je te fais aujourd'hui. Mais je te signale, j'ai eu des révélations à l'époque, d'ailleurs aussi en 96, avec la fille de Sassou, qu'on appelle Claudia. À l'époque, elle était seulement Claudia Sassou Nguesso. Elle était ni Claudia Lembumba. Elle était rien, c'est une petite fille que Sassou voulait me coller. Bon, aujourd'hui, bon. Mais simplement, je le dis, d'ailleurs, c'est dans mon livre, j'ai montré cette photo où je suis avec Claudia à Lourdes. Nous sommes allés prier. Alors, donc, je connais, il n'y a pas de problème. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Lorsque les droits de l'homme sont violés, j'ai l'obligation de les dénoncer, quelle que soit la personne. Donc ce n'est pas les droits de l'homme qui appartiennent à une région, à un département ou à un pouvoir ou à une opposition. Non, on fait le relais de tout le monde. Lorsque les actions des pouvoirs publics sont des bonnes actions, il faut le reconnaître, sont des bonnes actions. Mais lorsqu'on estime que les pouvoirs publics sont en train justement de violer les droits de l'homme, il faut également dénoncer. Parce qu'il ne faut pas faire la dénonciation pour la dénonciation. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut comprendre dans notre action. La promotion et la protection des droits de l'homme sont des causes internationales qui doivent être soutenues. C'est pourquoi, aujourd'hui, je dis que le seul moyen que nous avons, nous, c'est de permettre à la population de s'exprimer, de revendiquer ses propres droits, et pour qu'on les applique mieux, pour qu'on les respecte mieux. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Vous suivez les entretiens à bâton rompu de Maître Massingo Thiassé. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Lorsque les droits de l'homme sont violés, j'ai l'obligation de les dénoncer, quelle que soit la personne. Donc ce n'est pas les droits de l'homme qui appartiennent à une région, à un département ou à un pouvoir ou à une opposition. Non, on fait le relais de tout le monde. Lorsque les actions des pouvoirs publics sont des bonnes actions, il faut le reconnaître, sont des bonnes actions. Mais lorsqu'on estime que les pouvoirs publics sont en train justement de violer les droits de l'homme, il faut également dénoncer. Parce qu'il ne faut pas faire la dénonciation pour la dénonciation. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut comprendre dans notre action. La promotion et la protection des droits de l'homme sont des causes internationales qui doivent être soutenues. C'est pourquoi, aujourd'hui, je dis que le seul moyen que nous avons, nous, c'est de permettre à la population de s'exprimer, de revendiquer ses propres droits, et pour qu'on les applique mieux, pour qu'on les respecte mieux. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Vous suivez les entretiens à bâton rompu de Maître Massingo Thiassé. Aujourd'hui, Hervé Zebrowski. Allô. Bonjour Maître Massingo, comment tu vas? Ça va bien, Hervé? Eh bien écoute, en ce dimanche, je viens de voir ton émission là,
Effectivement, j'ai cru que c'était supprimé par YouTube, ta vidéo, mais c'est vrai qu'elle est interdite aux moins de 18 ans, et je peux le comprendre. Bon, cela dit, sache qu'elle ne sera pas vue, parce que quand on tombe sur un écran noir, personne ne va plus loin. Bon, heureusement que tu m'as dit, ça s'adressait simplement à un public averti. Donc, autant le dire, parce que, si tu veux, on voit plus cette vidéo. Alors que tu rappelles cette journée du 4 mars 2012, c'est très important, et parce qu'elle est passée complètement sous silence et dans l'oubli. On dit qu'il y a eu effectivement entre 3000 et 5000 morts. 6500. On a annoncé que 300, quoi. Voilà, c'est un vrai scandale. Du silence des médias français. Hein. Alors toi, tu le vois d'un point de vue congolais, moi je le vois d'un point de vue français. Il faut bien voir, si tu veux, que l'AFP a complètement boycotté cette information majeure de cette explosion terrible. Et il faut savoir que sur place, il y avait Kouchner, qui essayait d'organiser, comme il le pouvait, les secours. Et c'est lui, tu peux être sûr, qui a organisé le silence. Et avec son copain Jean-Paul Pigas, le chargé de communication de Sassou Nguesso. Parce que cette affaire du 4 mars, c'est une affaire complètement mystique. Pour comprendre les gestes de Sassou, il faut comprendre qu'il s'inscrit toujours dans l'antéchrist. Sassou, c'est le contraire du décalogue. Lui, il a écrit ses 10 commandements. Tu tueras ton prochain, tu voleras la femme de ton voisin, de ton ami, tu voleras, tu mentiras, etc., etc. Sassou, c'est l'antéchrist. Bon. Le 4 mars 2012, pour bien comprendre ça, c'est pas n'importe quel jour, c'est le 2e dimanche de Carême. Alors, il faut quand même savoir quel est l'évangile du 2e dimanche de Carême, qu'on lit chaque année. Il est écrit, c'est l'évangile, si tu veux, de la tentation au désert. Et c'est l'évangile de la transfiguration. L'évangile de la transfiguration, c'est quand les 2 apôtres se trouvent avec le Christ. C'est un évangile qui annonce la résurrection du Christ. Oui, quand il y a la transfiguration du Christ, et que tu as la parole de Dieu qui, dans un nuage, couvre de sa nuée le petit groupe du Christ et de ses apôtres sur la montagne, et qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, aimez-le ». Donc il y a un nuage au-dessus des hommes au jour de la transfiguration. Eh bien, le jour de cet évangile, le jour du 4 mars 2012, 2e dimanche de Carême, eh bien, tu as le nuage noir qui s'élève sur Brazzaville, et quel nuage noir en ce dimanche de Carême, jour de la transfiguration, qui est le nuage de Sassou Nguesso, qui annonce ce nuage noir, c'est moi le maître de ce monde, c'est moi le maître du Congo, c'est moi Sassou Nguesso. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette caserne de Mpila, à 8h, 8h10 du matin, quand il y a l'explosion de la caserne, eh bien, pendant ce temps-là, était dit la messe dans la chapelle, parce que la caserne de Mpila, il faut savoir, c'était une vieille caserne qui était l'héritage, je dirais, de l'armée française. C'était une vieille caserne française. Et dans les casernes françaises, il y avait toujours une chapelle qui était dédiée, consacrée à Saint-Louis des Français. Donc, dans la petite chapelle de Saint-Louis des Français à Brazzaville, dans cette vieille caserne de Mpila, la messe était dite. Tout le monde a été tué, il y avait une centaine de personnes, en plus des 500 ou 600 jeunes stagiaires militaires qui étaient dans la caserne, il y avait une centaine de personnes qui ont été tuées. Il y a eu un seul survivant dans cette caserne. Un seul survivant, c'était le prêtre qui disait la messe et qui a été soigné ici à Paris, à l'hôpital militaire, sans que personne ne dise rien. Moi, je sais ça par le frère Ronsin, qui est le frère des Spiritains rue Laumont à Paris. C'est lui qui me donne l'information du seul survivant de la caserne de Mpila, qui était le prêtre qui disait la messe et qui était soigné en France. Personne ne sait ça. C'est un geste diabolique. C'est un geste pour semer la terreur et la mort. Et personne n'en a parlé. Il n'y a eu qu'un seul témoin qui a essayé d'en parler.
sur France Info, qui avait été appelé au secours par Kouchner, qui essayait d'organiser les secours comme il le pouvait, parce que il n'était pas question d'alerter le monde sur la catastrophe de cette explosion. Kouchner avait appelé au secours pour l'aider à organiser les secours un de ses copains qui est très connu mais dont le nom m'échappe, qui a monté l'association. C'est un neveu du docteur Schweitzer et qui avait monté cette association pour soigner les enfants menacés de mort par des affections cardiaques et qui organise les secours médicaux en allant sur place opérer les enfants. C'est pas le professeur Gentilini? Non, c'est le professeur. Il faudrait que je retrouve son nom. Attends, je l'avais écrit. Lui, il est connu. C'est un témoin direct. Hein. Tu me téléphones un peu tôt, je n'ai pas pu préparer ça. Attends, je vais le retrouver. Une seconde. Hein. Mais c'est ça, mon cher Hervé, les improvisations, tu m'appelles. C'est le professeur. On te dit, écoute, c'est ça, c'est qui est naturel dans l'information. Voilà ce que j'écris dans mon dernier livre qui s'appelle Lumière sur Brazzaville, voyage au cœur d'une thanatocratie. Hein. Ah ben, je l'ai. Voilà, alors tu trouveras page 66. Revenant de Brazzaville, seul le professeur Alain Deloche, c'est Alain Deloche, homme d'exception, tout aussi flamboyant que son oncle Albert Schweitzer, osa prendre la parole. Il avait été en effet appelé pour s'efforcer d'organiser les secours avec son ami Bernard Kouchner. Il dira sur France Info, d'une voix blanche, « J'ai vu un spectacle d'apocalypse, un spectacle comme à Haïti. » On n'entendit qu'une seule fois la voix d'Alain Deloche sur cette terrible tragédie de Brazzaville en 2012. Sans doute qu'Antoinette, présidente de Congressistance, épaulée par quelques sombres conseillers en communication, veilla à ce que le micro des médias ne lui soit plus ouvert. Bon, tu comprends bien qu'il s'est passé une tragédie effroyable dont personne n'a jamais parlé. Hein. On parle de 3000 morts. Moi, le chiffre de 3000 morts, je le tiens d'un témoignage d'un père spiritain de la rue Laumont. Hein. 3000 morts. Hein. Oui, mais Hervé, je t'arrête parce que 3000 morts, il faut multiplier par 2 ou 3 pour comprendre la réalité des choses. Je parle des morts sur place. Après, il y a eu les morts des suites des blessures. Voilà. Hein. Ça a été effroyable. Si tu veux, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'on n'a jamais vu une photo aérienne du souffle sur Brazzaville. Il n'y a jamais eu une seule photo aérienne de fait. On n'a fait que des photos dans la rue, on n'a pas pu empêcher, parce qu'il y en avait beaucoup, mais il n'y a jamais eu une photo d'ensemble qui a montré le désastre des milliers d'hectares qui ont été rasés. Non, mais justement, j'ai compris cela dès le début, parce que Hervé, le forum était à la pointe de l'actualité. Lorsque il y a eu cette détonation, d'abord, curieusement, beaucoup de gars de la partie sud venaient vers l'immeuble du forum. Ils pensaient que c'est l'immeuble du forum qui s'était effondré, qui avait fait ce coup de tonnerre. C'est ça d'abord le problème, parce que, bon, quand ils sont venus, nous on filmait déjà, et quand les taximens se sont arrêtés, on dit, mais finalement c'était pas le forum et tout, mais voilà, nous, on était à la pointe, parce qu'au 4e étage, les journalistes qui étaient ce jour-là à l'heure, d'abord ils sont toujours à l'heure, ils ont filmé ce champignon qu'on a vu. Moi, au départ, je pensais que c'était à côté du plateau, parce que le plateau, c'est à moins de 500 mètres de chez nous, à vol d'oiseau. Parce que
le forum se trouve pratiquement au centre névralgique de ce qu'on appelle la cité administrative. Parce que nous sommes peut-être à 600 mètres à pied de la résidence de l'ambassadeur de France. Et à côté, puisque tu traverses la glacière, tu as le palais du plateau. Le palais du peuple et le palais du plateau à côté, non loin du fleuve Congo. Là où il y a à côté également le monument de Brazza. Donc, je connais bien la zone. Donc, je m'élève, je regarde, j'ai dit non, mais c'est loin. Quand j'ai vu le champignon, je me suis rendu compte que ce n'était plus à côté des plateaux. Et c'est là où, justement, j'ai eu la conviction que ça se passait ailleurs. Et à Mpila, j'ai dit, si c'est pas là, c'est à Mpila, c'est que ça soit été attaqué à Mpila. Mais finalement, c'était pas ça, c'était la soute de la caserne de Mpila. Qui avait, il y avait des milliers de tonnes d'armement qui étaient entreposées. Oui, mais ça, on le dit dans cette vidéo, justement, cette vidéo que les gens ont censuré. Ils continuent de censurer à leur manière. C'est pour ça qu'on dit aux internautes, faites attention, déclinez votre truc, suivez la vidéo. D'ailleurs, je les avais prévenus quand j'avais mis la vidéo sur... ce qu'il faut savoir aussi, pour comprendre ensuite, avec le recul de l'histoire, ce que ça soit voulu faire ce jour-là, parce que le diable n'est pas con, hein, loin s'en faut, hein, c'est qu'il a voulu détruire et désarmer finalement l'armée congolaise, hein, parce que là, il y avait toutes les armes de l'armée congolaise, pour pouvoir reconstruire toute son armée privée à Olombo. Hein, et à, pas Olombo, à Tchambicho. C'est Tchambicho. Tchambicho, oui, Tchambicho, Olombo, c'est pas loin, au Ngoni, tout ce secteur-là est truffé des armes. Ça, on le sait, voilà. on a pris les jeunes pêcheurs pour devenir dans la... La caserne de Mpila l'explosion de la caserne de Mpila consistait à désarmer l'armée congolaise, à la pauvre armée congolaise, avec ses 600 stagiaires qui avaient été recrutés là pour faire croire qu'on créait de l'emploi et qu'on a tué ce jour-là. On a désarmé l'armée congolaise, cette pauvre armée congolaise qui ressemble à rien, pour pouvoir faire l'armée privée de Sassou dans le Nord. C'est tout. Voilà pourquoi ça a sauté Mpila. Hein. Non, il y a aussi ce problème que j'ai dit, parce que cette armée, Sassou ne la contrôlait pas. Parce que après la guerre, chaque écurie... Non, mais je te signale un fait peut-être, excuse-moi Hervé, un fait que peut-être que tu sembles ignorer, c'est que après la guerre de 97, Sassou n'avait pas le contrôle de l'appareil militaire, que ce soit la police. C'est-à-dire que même l'administration. Mais il a rebondi par rapport à l'argent parce que il vient trouver un pays pratiquement qui est exempt. Mais il se rend compte que non, pour tenir le coup, pour dérouler mon plan, il me faudrait une structure que je contrôle. C'est là où il a commencé à avoir la mainmise sur l'armée. Il nomme les gens. Alors que les autres qui ont combattu, Hervé, j'espère que tu m'entends là. Oui, je t'entends très bien. L'armée qu'il a constituée, il y avait dans cette armée des écuries. Il y avait l'écurie 400, celle de Okombi Salissa, il y avait l'écurie d'Adoua, il y avait l'écurie de Oko Kami qu'il a fait tuer. D'ailleurs, je reviendrai sur cette affaire, comment il a fait tuer son propre oncle Oko Kami. Et il y a l'écurie des autres, c'est-à-dire que les gars de la Likwala, ce qu'on appelle les Katenge. Donc, il y avait Motando, bon, les autres, tout ça sont connus, il les a récompensés. Mais, lui, en fait, bon, Adoua aussi, mais les Mboshi, comme tels, en dehors de Jean-François Ndengue, il n'y avait pratiquement pas de Mboshi. Ceux qui ont combattu pour remettre Sassou au pouvoir, ce sont les Téké. Ce sont les gars de la Likwala. Et les gars, également un peu de la Songa, mais la Songa, c'était l'aspect un peu politique. C'est pour ça qu'on a eu le général Jap, il est de la Likwala,
On a vu Mutando, qui est de la Likwala. On a vu... Et surtout, n'oublions pas, Florent Tsiba, le plus grand Téké. Hein. Oui, mais Florent Tsiba, lui, il est obligé de s'allier toujours à Sassou parce que lui, il est l'un des organisateurs des crimes de mars 1977. Lui, il a accompagné Sassou pour tuer le cardinal. Ça, il faut que les gens le sachent. C'est lui qui est à la tête des hommes qui enterrent le cardinal. Sassou regarde avec gourmandise la scène effroyable. Et puis c'est lui aussi qui est avec Sassou quand on descend, quand on fout en l'air Ngouabi. Et ils sont pas sûrs que le coup va réussir. Et le hors-bord sur le Congo est prêt à partir au cas où le coup est foiré et pour qu'il fuit tout de suite sur Kinshasa. Et Florent Tsiba est avec, Florent Tsiba, c'est l'homme lige de Sassou. Et c'est quand même le grand chef Téké. Hein. Non, quand on dit grand chef Téké, non, Hervé, je vais te dire une chose. Moi, Ntsiba, je ne l'ai jamais considéré comme grand chef Téké. Il s'improvise grand chef Téké. Oui. D'abord les Téké. Moi, j'ai 25% du sang Téké. Je le dis, je le proclame et je l'affiche. Les Téké, ils ont une tradition. Il y a le Kwembali. Le Kwembali, on ne fait pas du tort aux gens. Oui, mais je suis d'accord. On ne fait pas du tort aux gens. Même chez les Kani, les Moshi, on ne fait pas du tort comme ça abusivement. Non, on aime le prochain. C'est ça. Notre tradition, ce n'est pas pour détruire les gens. Je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà. D'autant que moi, j'ai reçu une décoration, figure-toi, personnellement, quand j'ai été à Mbé pour rencontrer le roi Ngempio. Hein. Oui. Quand ils ont tué Gaston Ngoyoulou, j'ai été très proche des Téké. Et je le demeure, si tu veux. La tradition Téké, je la connais bien avec le Nkwembali. Et moi, je m'étais battu pour que le faux roi Téké que Sassou avait nommé, qu'on appelait le roi d'Itaba, qui était un roi folklorique, hein, en dehors de toutes les traditions Téké, Sassou avait cherché à nommer un faux roi Téké, qu'on appelait le roi d'Itaba, le roi du goudron, là. Et moi, j'avais tout fait pour défendre l'élection et de Ngempio, qui avait du mal, et Ngempio, j'avais été le voir, puisque Ngoyoulou a été mort empoisonné. Il est mort juste après son déjeuner, empoisonné, et il faut quand même le savoir. Ngoyoulou, c'était un gars qui cherchait à restaurer le royaume Téké. L'histoire des Téké, je la connais très bien. Non, c'est vrai, tu as raison. Florent Tsiba n'est pas un chef Téké. C'est un usurpateur, je dirais. Oui, c'est un voyou, c'est un bandit. Moi, je le mets au défi. D'ailleurs, moi, par le Kwembali, je peux le détruire. Il faut qu'il le sache. Je peux le détruire parce que j'ai 25% de son Téké. J'ai la conviction, comme toi, que le Kwembali veille sur tout ça. Voilà. Hein. N'empêche que le royaume Téké, ça a été le premier royaume instrumentalisé par Sassou pour s'efforcer de le détruire et de s'emparer, je dirais, avec certains voyous Téké de la puissance de ce vieux royaume. Hein. Donc je connais bien l'histoire Téké. Donc non, t'as raison, Florent Tsiba n'est pas un chef Téké, mais c'est en tout cas comme ça qu'il se présente. Et il a quand même une certaine autorité dans le pays. Non, mais l'autorité, non, parce que c'est l'autorité de la mafia. Quand tu prends le pouvoir en éliminant des gens, tu fais tuer Marien Ngouabi, Massamba Deba, le cardinal Émile Bayenda et tous les autres innocents. Tous ceux qui ont été tués, les Sambarankumbi et autres. Non, mais c'est pas possible. Les innocents, vous les tuez parce que vous voulez prendre le pouvoir. Mais Ntsiba, d'abord, c'est un incapable. C'est d'abord quelqu'un qui a raté ses études à l'université. Il faut le dire. C'est quelqu'un qu'on a enrôlé dans l'armée. Parce qu'il faut aussi rétablir l'histoire de notre pays. Vous savez, ce sont des médiocres souvent qui dirigent. Il suffit d'avoir la verve. Bon, tu parles devant un public. Et puis, bon, on te croit. Tu penses que tu es brillant. Au fond, tu n'es pas brillant. Ça, nous pouvons le dire. Hervé, quand tu me vois comme ça, je dis... Certes, je ne vis pas en France, je vis en Suisse, mais
que je sois en France ou en Suisse, mais moi, je n'ai rien à craindre vis-à-vis de certaines personnalités françaises qui sont fabriquées et préfabriquées. Donc, on le sait, il y a une culture. La langue française est devenue ma langue. Parce que c'est ça le problème. Moi, je me considère français. À 100%, je suis né dans un territoire français. Donc, je dois défendre également les intérêts français, comme je dois défendre les intérêts du Congo. C'est pour cela que dans mon discours, le sort du Congo et de la France est lié à tout jamais. Voilà, c'est pour ça que je dis aux gens, pourquoi voulez-vous que ceux qui dirigent, comme vous voyez le Kouchner qui avait dit aux indignés, à mon petit frère Nitou Roland, il avait dit, il n'y a pas de génocide, mais Nitou l'avait ramassé. Nitou avait bien ramassé. C'était le jour où il y a eu Simone Veil au Panthéon. Mais c'était écœurant. Mais moi, aujourd'hui, Bernard Kouchner, si je le vois, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui peut parler devant moi, on discute. S'il y a un plateau de télévision, tous les intellectuels français, tous les dirigeants français sont là, je vais les combattre. Et je crois que j'aurai un discours. Ce n'est pas les gens qui les utilisent dans les réseaux sociaux, qui n'ont pas de références. C'est pas parce que tu es écrivain, mais tu n'as pas de références académiques. Moi, je suis docteur d'État en droit. J'ai évolué en France. J'ai un DEA, j'ai un DESS. J'ai évolué en France. Je vous connais, je sais, je vous ai fréquenté. Donc, à partir de ce moment, ce n'est pas l'homme. Voilà. Non seulement tu as évolué en France, mais je te considère également comme quelqu'un de complètement enraciné et travaillant au Congo avec ce que tu as fait au Congo. T'es pas un résistant de la diaspora, toi. Hein? Non, moi, un résistant de Brazzaville. Je ne me considère pas comme résistant de la diaspora, jamais. Voilà. Parce que la diaspora est pourrie. Comme le disait un gars, c'est la diaspora. Mais non, moi je ne me considère pas quelqu'un de la diaspora. Je suis ancré au Congo. La preuve en est que ce que je fais, c'est en direction de ceux qui sont à Brazza. C'est comme si j'étais à Brazza. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Quand je t'ai connu, tu étais à Brazzaville, pendant que ta radio était occupée, qui sont venus te chasser. Enfin, tu connais l'histoire de notre rencontre. Je t'ai pas connu à Paris, je t'ai connu à Brazzaville, toi. Ah oui. D'ailleurs, je te remercie. Je te remercie franchement, Hervé, parce que c'est toi qui as lancé justement le slogan Santo Subito. Quand tu l'as dit avant, mais après aussi tu l'as dit au Parlement européen. Tu l'as dit. Parlement européen. Alors, mais les gens reprennent ce que tu as dit au Parlement européen. Ça sort comme ça. Devant Alliot. Voilà. Au Parlement européen. J'ai dit ça. Il y avait une réunion organisée par Alliot. Aujourd'hui, Maître Massingo Djassé se cache dans Brazzaville. Il m'appelle, il est traqué. On lui a tout cassé. Ça, c'est aujourd'hui. Je suis là aussi pour lui. Donc, je dis, qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai lu un papier sur Radio Forum, sa petite radio. C'est ce qui a déclenché l'ire de Sassou Nguesso. Et dans ce papier, je disais, je suppliais, je racontais cette histoire, et je suppliais les Congolais de ne pas aller contre Sassou Nguesso, même les mains en l'air. Le référendum, il ne faut pas en parler. C'est un non-événement. Donc en parler ici dans cette assemblée, c'est lui donner de l'importance. Et c'est ce qu'attend Sassou. Donc il ne faut surtout pas en parler. Mais ce qu'il faudrait faire, et je vous en supplie, ceux qui ont un peu de pouvoir, un peu d'écoute des médias, il faut lancer un seul cri à Brazzaville. Cardinal Émile Biayenda, Santo Subito. Cardinal Émile Biayenda, Santo Subito. Cardinal Émile Biayenda, Santo Subito. Et là, je vous garantis que le peuple se lèvera, une lumière se lèvera sur Brazzaville, que des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens dans cette prière. Et là, Sassou ne pourra pas tirer. Et il faut le faire vite. Voilà le message que je voulais passer ici. Et puis par Roland Nitou aussi, que j'aime énormément, Ah oui, le jeune, oui, le petit, il faut l'encourager. Voilà, le petit Roland, il faut l'encourager. Et j'ai lancé Santo Subito
parce que tu étais cerné à Brazzaville, menacé. Et d'ailleurs, le lendemain où j'ai lancé ça, c'est passé sur les ondes, j'ai eu, figure-toi, pour la première fois et la seule fois, un appel de l'ambassadeur de France sur mon numéro personnel, parce que j'avais alerté aussi l'ambassadeur de France des menaces qui pesaient sur toi, et l'ambassadeur de France m'avait rappelé le lendemain pour me dire écoutez, comme il a la double nationalité, nous on peut pas faire grand-chose ici, mais surtout dites de bien se cacher, etc. Et on s'occupe du problème. Et c'est l'ambassadeur de France lui-même qui m'avait, à ma grande surprise, appelé. C'est l'unique fois d'ailleurs que l'ambassadeur de France m'avait appelé parce que j'avais contacté l'ambassade de France à Brazzaville pour tout mettre en œuvre pour te protéger, quoi, voilà. Mais oui, mais justement, il faut aussi, puisque nous sommes dans un contexte historique, mais je vais te dire une chose, c'est vrai que ce sont les États-Unis qui m'ont beaucoup plus garanti la protection. Parce que, à l'époque, l'ambassadrice qui était là, Madame Sullivan, qui m'avait appelé, me dit, écoute, on t'envoie quelqu'un pour venir te chercher et que tu sois sous la protection américaine. J'ai dit non. Je me débrouille. C'est mon pays. Moi, je n'ai pas peur. Je suis né à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, capitale de la France libre. Et c'était un territoire français. Je suis né français. Si la France ne me protège pas, ce ne sont pas les États-Unis qui vont me protéger. Pour moi, je me suis dit, je n'ai pas besoin ni de la protection des États-Unis, ni la protection des Français. Moi, j'ai la protection de mes mânes et de Dieu. D'abord de Dieu, de Tatabe Yenda, de mes mânes. Et ils m'ont protégé. Dieu m'a protégé. Les mânes m'ont protégé. Tatabe Yenda m'a protégé. Et je suis vivant et je suis sorti. Et c'est pour ça que je te parle. Aujourd'hui, nous sommes le 28 août. Un dimanche 28 août. C'est symbolique. C'est aussi le dimanche où il y a eu déflagration à Mpila. C'est symbolique, comme tu as su bien le dire tout à l'heure au début. Le dimanche, c'est un jour sacré. C'est pas n'importe quel dimanche, c'est le dimanche de l'évangile de la transfiguration. Hein. Et le nuage qui surplombe Brazzaville, c'est pas Dieu qui parle en disant celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est Sassou qui parle en disant c'est moi le maître de ce pays. Voilà, c'est l'antéchrist. Pour bien comprendre, bien lire tous les actes de Sassou, pour faire la messe à l'envers, si tu veux. Sassou, il prend exactement l'opposé. C'est l'anti-décalogue, c'est l'anti-message du Christ. C'est si tu veux, c'est Sassou, il fait pas n'importe quoi, n'importe quel jour. Ah. Et la disparition de la destruction, plus que ça, de la petite chapelle Saint-Louis des Français, le deuxième dimanche de Carême, au jour de l'évangile de la transfiguration, qui détruit tout, qui tue 1000 hommes à cet endroit-là, dont 100 personnes en prière à la messe de 8h du matin à Saint-Louis des Français, c'est pas n'importe quoi. Hein. Mais nous avons suivi comment, d'ailleurs, ça s'est passé, parce que Sassou, sachant qu'il y a eu l'hécatombe, il y a eu une catastrophe, et il a voulu organiser même les obsèques d'une façon échelonnée. D'ailleurs, je vais montrer les images, comment il a présenté ces 200-300 morts au palais du Parlement, où on a fait une cérémonie. Et je crois que, d'ailleurs, c'est sur cela que moi, personnellement, je vais terminer cette émission, et plutôt ce que je suis en train de dire, parce que je veux présenter la cérémonie. Mais en réalité, il y a eu plusieurs morts. Et ça, c'est passé sous silence. Il y a des familles qui ont été éprouvées, à qui on a donné de l'argent. Et aujourd'hui, d'ailleurs, en dehors de notre entretien qu'on a, j'aurai un entretien avec Joe Ebina Washington, qui est Joe Washington Ebina, qui est un garçon valeureux, qui a une fondation, la fondation Ebina, mais ils se sont battus. Et lui aussi, il a été victime, parce que le cinéma des Ebina, qui est ce qu'on appelle le rond-point Ebina, qui est non loin de l'intendance
mais a été pratiquement touché. Donc lui, il a été victime. Mais en tant qu'administrateur, justement, de la fondation Ebina. Mais je dis, j'étais à Brazzaville. Je suis un témoin. Et comme je l'ai dit dans cette vidéo, cette fameuse vidéo, qu'on a plus ou moins censurée, parce que c'est une censure. J'avais déjà prévenu les gens que cette vidéo sera censurée. Quel que soit le truc, il suffit de montrer. Pourtant, je n'ai pas montré toutes les images, même catastrophiques. Je n'ai pas montré les corps, les gens qui ont des jambes coupées et tout. Je n'ai pas montré. J'ai fait exprès de ne pas montrer tout ça. J'ai abrégé. Hein? Si tu permets, puisqu'on en termine, il y a un témoignage que j'ai jamais fait, mais qui est important. Figure-toi que quand j'étais plus jeune, il y a une dizaine d'années, moi j'ai pris ma retraite maintenant. Bon, je m'occupais, j'avais, je recherchais, je travaillais dans le domaine des travaux publics et notamment des engins de travaux publics. Et mon client est un gros constructeur d'engins de travaux publics coréen. Et figure-toi que je cherchais pour cette entreprise des spécialistes de l'Afrique dans le domaine des engins de travaux publics. C'est comme ça que j'avais rencontré un gars de Brazzaville, et plus exactement de Pointe-Noire, parce que l'affaire était à Pointe-Noire, qui était un type très compétent dans le domaine des engins mécaniques, connaissant bien l'Afrique, etc. Et on avait parlé, il arrivait de Brazzaville, donc ça m'intéressait, et je l'avais interrogé sur son travail, et il avait été chargé par une entreprise de travaux publics de Pointe-Noire de dégager les ruines de Mpila. Hein. Et il m'a raconté que le chantier était complètement verrouillé par l'armée, qu'il creusait avec ses engins pour essayer de déblayer tout ça, et que c'est par centaines qui sortaient les corps ensevelis sous les décombres de Mpila. C'était un gars d'une entreprise de travaux publics sur des engins Caterpillar, hein, qui déblayaient les ruines de Mpila. Voilà, moi j'avais ce témoignage-là, de ce type-là, qui était spécialisé dans les problèmes de terrassement et de déblaiement de terrain. Par centaines, ils sortaient les corps avec leurs pelleteuses, et le chantier était verrouillé et interdit. Voilà le témoignage aussi que je te fais aujourd'hui. Je te remercie, d'ailleurs, je le savais, puisque nous, d'ailleurs, dans les images qu'on a montrées, il y a un endroit où il y avait finalement ce qu'on appelle une barrière des policiers ou des militaires, des engins blindés qui gardaient le secteur. Parce qu'on savait bien qu'il fallait... Parce que moi, j'ai fait filmer le jour même. Et j'ai fait filmer le lendemain et le surlendemain. Donc, pendant 3 jours, j'ai suivi cette affaire-là. Je t'assure, je ne sais pas si c'est... Bon, on a cette grâce, c'est Dieu qui nous guide. Et l'esprit, comme nous en tant que chrétiens croyants, l'Esprit Saint m'a guidé pour dire, bon, on voit des gens là-bas, fais ceci, cela. Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai organisé mon équipe pour filmer. Et ça, je détiens les documents. Donc, il y a des corps. Ce que tu dis est exact. Parce qu'il y a des corps qui ont été enlevés, jetés dans des fosses communes. Et c'est ça qui s'est passé. Donc, on a jeté les gens dans des fosses communes, donc rentré comme ça. Il fallait organiser une cérémonie pour faire semblant. Les parents qui revendiquaient leur corps, on a mis. Ce n'était peut-être pas les enfants ou les corps indiqués. Mais on a mis et on a fait une cérémonie. Et c'est la fameuse cérémonie que je veux montrer. Parce que c'est ça aussi la réalité. Sassou, c'est un tricheur. Sassou, comme tu l'as dit, c'est l'antéchrist. Je pense que là, nous assistons à l'arrivée du président de la République. Son Excellence, Monsieur le Président de la République et Madame.
Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, les troupes d'honneur sont rangées à l'occasion de la cérémonie de recueillement devant les dépouilles mortelles des victimes de l'incendie du dépôt d'armement de munitions de Pila. Je vous invite très respectueusement à les passer en revue. Commandant des troupes, colonel Gervais Akwangé, commandant le 1er bataillon spécial à la garde républicaine. En l'espace de quelques secondes, quelques minutes ce jour-là, pour le premier citoyen qu'il est, le coup est difficile à supporter. Il prend ses responsabilités, il est le président de la République, il préside personnellement à cette cérémonie de recueil. Avec à ses côtés son épouse, Antoinette Sassou Nguesso, toujours présente à ses côtés dans ce moment difficile. Quelques cas en ce qui concerne Mme Antoinette Sassou Nguesso. Vous avez dû le constater qu'elle n'est pas restée chez elle après cette catastrophe. Elle était au chevet de l'ONC, elle était dans les hôpitaux, elle est allée assister les sinistrés qui sont dans les différents sites. C'est-à-dire que son apport est multiforme. Pendant ce moment douloureux, le président de la République a effectivement pris ses responsabilités. Jean-Claude Kakou, tout à l'heure, un peu avant l'arrivée du chef de l'État, vous étiez en train de dénoncer les dernières mesures que le gouvernement avait prises le 8 mars dernier. Je pense qu'il est devant la loi que vous revenez là-dessus. Alors, après que j'avais donné la première mesure annoncée, c'était qu'on détermine les chaînes de responsabilité dans ce sinistre, que le président attendait des conclusions dans les délais les plus brefs. Deuxième mesure décidée par le président Denis Sassou Nguesso, c'est dans le but de reloger nos compatriotes sinistrés, le gouvernement construira un quartier d'habitation moderne de 5000 logements à Kintélé. Les dispositions seront prises pour un achèvement rapide des travaux. Et pour cause. Il sera réhabilité dans le cadre d'un programme d'urgence les bâtiments qui peuvent encore l'être dans les périmètres touchés. Le gouvernement
va accélérer la réalisation des programmes immobiliers en cours. Vous êtes au courant du programme 1000 logements camp de Mpila, au camp Cléron, hôpital central des armées. Ce programme va être accéléré, ce qui va augmenter l'offre des logements. Il est attribué à chaque famille ayant perdu son habitation une allocation d'urgence de 3 millions. Merci le photographe. Merci. Vous voyez que le Congo fait là face à des dépenses qui n'étaient pas prévues au budget. Mais c'est un sacrifice national qui s'impose. Il sera créé auprès de la Banque de l'Habitat un fonds de soutien de la reconstruction. Le Tchad ayant déjà contribué à hauteur de 500 millions de francs CFA et la Chine 1,5 milliard de francs CFA. Le gouvernement procède. Mesdames, Messieurs, en compagnie du président de la République et de son épouse, nous allons participer au culte œcuménique. Voilà. Et en France, il y a un témoin qui a parlé une fois sur France Info. On l'a entendu qu'une seule fois. C'est le professeur Alain Deloche, qui est revenu, mais terrorisé, pas terrorisé, mais sa voix était blême sur France Info. Il a dit très exactement, j'ai vu un spectacle comme à Haïti. A-t-on montré à Brazzaville un spectacle comme à Haïti sur les images de l'AFP et d'autres informations des médias de l'oligarchie française? Non, on n'a rien montré. Il y a 300 personnes qui sont mortes. Ah bah oui, c'est comme un accident d'avion, quoi. 300 morts, c'est pas grand-chose. Non, c'est par milliers de morts. Le spiritain qui m'a apporté son témoignage, il avait été prof de maths au Congo-Brazzaville pendant 10 ans. C'est le frère Ronsin. Ils m'ont dit qu'à 3 kilomètres de l'épicentre, il avait une amie qui avait été décapitée par un éclat de verre dans sa maison. Voilà. Mais oui, mais... Personne n'a rien dit. Même pas les spiritains ont porté témoignage. Tu comprends, hein? Voilà. Mais ce que tu dis, Hervé, est juste, puisque nous sommes à entre 12 et 14 kilomètres du lieu de l'accident, ou si tu veux, de ce qui s'est passé à Mpila. Mais nous avons senti le souffle, puisque le bâtiment du forum, tu vois, ce qui n'est pas tombé, d'ailleurs, je te le dis, c'est la photo du cardinal et la photo du pape Jean-Paul II. C'est pas tombé, mais la photo où je suis avec mon fils, et plutôt ma fille, et mon ami Jean-Michel Charles, elle était accrochée et la photo, les autres photos comme celle où je suis avec Kadhafi sont tombées. Mais les autres photos, elles restaient dans le mur, mais il y avait plus la vie, c'est-à-dire que le cadre était fêlé. Donc, pour dire qu'il s'est passé quelque chose, sans compter la cafétéria où les vitres ont été brisées. Donc, ça, les images, nous les avons. Même l'immeuble de Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, situé à Bakongo, à plus de 15 km du lieu des explosions, a enregistré des dégâts, comme vous pouvez le constater. Donc, on ne peut rien dire, puisque d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure au début, les gens qui quittaient le fin fond de Makelekele pensaient que c'était l'immeuble du forum, du Centre panafricain des droits de l'homme, qui s'était effondré et qui avait fait un bruit comme ça. Donc les gens venaient en taxi et toi, l'immeuble de Massengo Tchassé est tombé, l'immeuble de Massengo Tchassé est tombé, parce que les gens pensaient qu'il n'y avait pas une forte fondation. Mais alors je rappelle aux gens que cette maison, c'est la maison la plus solide parce qu'elle a été construite avec les bases antisismiques. Donc c'est soudé. C'est pour dire qu'il y a eu une grande fondation. C'est des trucs antisismiques. Mais les gens sont venus. Mais je vous assure, heureusement que nous on avait filmé. Parce que quand j'ai vu les gens passer, les gens dire ah oui, c'est pas le forum. J'ai dit pourquoi vous dites c'est pas le forum? Ah mais parce que nous on a cru, parce que c'était entendu dans pratiquement
une bonne partie du Poul, la région du Poul. Donc tout Brazzaville et une bonne partie de la région du Poul. Même à Kinshasa, des vitres. Mais oui, mais Kinshasa, nous sommes à 12 km. Déjà, quand vous traversez le fleuve, qui fait entre 4 et 8 km de largeur, donc ils entendent. Donc ça, c'est facile à entendre. Et c'est pour ça que le champignon, eux aussi, ils ont filmé leurs champignons. Mais nous aussi, nous avons filmé. Nous étions les premiers à filmer. En France, on n'a jamais vu ces images-là. Mais les images, ils sont sur YouTube. Ben voilà. Nous avons, je crois, près de 50 ou 60 000 vues de ces images. Les images. Parce que les journalistes, ils ont fait, aussitôt après ça, c'est-à-dire que nous avons fait un journal spécial, Forum Info, 4 heures après. 4 heures après. Alors que Télé Congo, qui envoyait des informations, c'est-à-dire que 30 minutes après, il y avait un journaliste qui avait interrogé le ministre Boao, qui était de l'Intérieur, plutôt de délégué à la Défense, et ministre Mboulou, qui était là comme un petit oiseau, tout frileux. Télé Congo est obligé d'interrompre son programme à cette heure-ci parce que la quiétude a été perturbée ce matin à Brazzaville. De très fortes détonations ont été entendues dans la ville capitale, contrastant ainsi avec le calme habituel qui règne sur la ville capitale. Pour faire la lumière sur ces détonations et sur ce bruit qui a causé un peu la panique dans la ville, nous recevons sur ce plateau spécial 2 membres du gouvernement. Il s'agit de M. Charles Zakari Boao, ministre à la présidence de la République, chargé de la défense nationale, et Raymond Zemfiri Mboulou, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Alors pour tout commencer, les situations sont gérées. Nous avons un ensemble que nous avons mis en place pour que sur l'ensemble du territoire national, nous gérions ces dépôts de munitions de manière optimale en termes de sécurité. Bon, malheureusement, là, l'incident est arrivé, mais nous allons continuer le travail pour que ce type d'incident ne puisse pas se répéter. Je pense qu'il faut considérer que c'est les derniers, en fait, tel que ça s'est passé au niveau d'informations que nous traitons aujourd'hui. Ça ne devrait plus se répéter. Monsieur le ministre, on sait que vous intervenez à chaud parce que la situation venait de se produire il y a environ une demi-heure. Vous qui gérez la situation, avez-vous eu l'occasion de sur le terrain, si vous étiez sur le terrain, quels sont les premiers constats que vous avez, monsieur le ministre? Bon, au moment où nous parlons, je répète, des officiers experts sur ces questions-là sont sur le terrain. Le chef d'état-major y a été, nous a rendu compte, nous avons suivi nous-mêmes par différents canaux, y compris sécuritaires, et nous savons que ces experts vont nous présenter un rapport exhaustif qui nous permettra de tirer toutes les conclusions qui s'imposent. Mais vous savez, il y a eu une grande complicité. C'est un coup de Sassou. Alors même, attends, je te rajoute un autre témoignage important. Tout d'un coup, tout ça me revient à la mémoire. En 2012, c'est pas hier. Voilà. Eh bien, figure-toi que 3 jours ou 4, une semaine maximum après l'explosion de Mpila, tu as un avion, tu as eu une émission sur France Info où c'était un avion de Aviation Sans Frontières, un truc de, tu sais, d'humanitaire là, qui était allé chercher 3 malades à Brazzaville. Alors il racontait son histoire pour les évacuer sur la France pour qu'ils soient opérés. Et je me suis dit, ils nous racontent ça alors qu'il y a eu des milliers de morts, ils nous disent rien sur Mpila, et le gars avec son avion, il a même pas été foutu de passer au-dessus de la zone sinistrée pour prendre des photos. Et moi, ce qu'il faut que tu saches, c'est que à un moment, j'ai eu pour projet d'aller louer un avion à Brazzaville pour prendre des photos. Et j'ai pris mes renseignements, et on m'a dit, ne fais pas ça, ton avion sera descendu tout de suite. C'est un survol interdit. Et ensuite, si tu veux, j'ai essayé d'avoir des photos aériennes de Brazzaville par les satellites, et notamment par l'organisme qui s'occupe des photos aériennes par satellite. Oui, Intelsat, et puis il y a aussi la NASA. Et j'ai même pas pu obtenir ces photos. D'abord, elles étaient très chères, et on m'a expliqué, on m'a
complètement dissuadé d'acheter ces photos. Elles étaient trop chères pour moi. Voilà, si tu veux, aucune photo aérienne du désastre de Mpila. Aucune. Ça n'existe pas. Et l'avion de Aviation Sans Frontières, une semaine après l'explosion de Mpila, ça on peut retrouver facilement Aviation Sans Frontières, je crois que ça s'appelle comme ça, ils ont bien fait un vol sur Brazzaville pour évacuer 3 malades de Brazzaville en France et s'occuper de ces malades. Alors qu'il y a 3000 morts, ils sont même pas capables, Aviation Sans Frontières, de dire ce qui vient de se passer à Brazzaville et prendre une photo aérienne du désastre. Voilà ce que j'ai à dire sur l'humanitaire, Kouchner et les vraies tragédies. C'est tout. Et je rappelle donc le frère Ronsin, professeur de mathématiques, spiritain, professeur de mathématiques à Brazzaville pendant 10 ans. Il connaissait bien l'histoire parce que les spiritains savent tout de ce qui se passe à Brazzaville. Il faut quand même savoir qu'actuellement, le directeur des spiritains mondial qui est basé à Rome, c'est un Congolais. Ils savent absolument tout. Eh bien, le frère Ronsin, il m'a dit que lui, il avait une amie qui avait été décapitée par des éclats de verre à 3 kilomètres de l'épicentre. Voilà. Et plus tout ce que je t'ai raconté avant. Voilà, si tu veux, Pila, c'est 3000 morts, c'est une tragédie effroyable. Et Deloche nous dit, j'ai vu Haïti. J'ai vu Haïti. Haïti, on n'a fait que voir Haïti. Quand il y a eu la tragédie d'Haïti, avec toutes les photos et tout, on a eu droit à tout en France, mais le Haïti-Brazzaville, personne ne l'a montré, et personne n'en a parlé. Voilà. Professeur Alain Deloche, neveu d'Albert Schweitzer. Voilà. Tu m'as entendu? Voilà ce que j'avais à dire. Comment je réagis à ton magnifique travail que tu nous as passé là sur tes vidéos et ton dernier truc sur FRTDH que je suis toujours attentivement, mon frère. Voilà ce que je voulais te dire et te remercier pour ce travail formidable que tu fais pour ton pays. Oui, voilà. Mais on l'a commencé ensemble, mon cher Hervé, parce que les gens oublient qu'on a une petite histoire avec toi. Mais tu l'as commencé bien avant moi. Oui, moi, non, je l'ai commencé, mais tu m'as épaulé, tu m'as encouragé et tu m'as poussé à ce que j'aille de l'avant. C'est normal parce que d'abord, de un, on a, dirais-je, une mission commune en tant que chrétien sur le problème du cardinal. Bon, lorsque tu as publié les assassins du cardinal, c'est après. Mais en réalité, c'est toi aussi qui nous a donné l'idée de ne pas combattre Sassou, comme on dit, d'une façon physique ou matérielle. C'est spirituel, donc... le combat contre Sassou est un combat spirituel, voilà. C'est un combat de la prière, de la foi inébranlable qui doit être en nous, notre foi en Christ ressuscité, en Christ qui est à la fois pleinement homme par sa mort et pleinement Dieu par sa résurrection. Et voilà, c'est le seul combat, c'est la seule arme qu'on ait. C'est l'arme des pauvres, c'est l'arme des impuissants. Tu sais, Saint Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Nous, on est faibles, mais c'est dans notre faiblesse que se trouve notre force. Et notre force, c'est le Christ ressuscité. Voilà. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Et c'est pour ça que je dis, Cardinal Émile Biayenda, Santo Subito. Cardinal Émile Biayenda, Santo Subito. Cardinal Émile Biayenda, Santo Subito. Trois fois toujours. Ouais, voilà. Ingeta. Cardinal Émile Biayenda, Santo Subito. Cardinal Émile Biayenda, Santo Subito. Cardinal Émile Biayenda, Santo Subito. Merci en tout cas Hervé pour ce témoignage qui est très important parce que justement nous sommes en train de reconstituer l'histoire du Congo telle qu'elle devait être
jour, quand j'aurai le temps, comme j'ai vu que tu faisais des émissions passionnantes sur le jour de l'indépendance, moi, il faut quand même que tu saches que le jour de l'indépendance de Lubangui-Chari, hein, oui. J'étais là, hein, et je me souviens très bien de ce jour-là. J'avais ton âge à peu près, je crois qu'on a 2 ans d'écart tous les deux. Oui. Je suis ton aîné de 2 ans. Oui, bien sûr. Et j'étais là, j'avais ton âge, je m'en souviens très bien de ce jour de fête en Lubangui, et j'ai des choses à raconter là-dessus, avec des souvenirs très précis. Et notamment le souvenir, si tu veux, en 1961, c'est-à-dire à peu près 1 an après l'indépendance, j'étais, si tu veux, il y avait Bokassa, qui était capitaine de l'armée française, et qui s'occupait de la formation des jeunes officiers, de l'Afrique centrale. Et dedans, il y avait les Congolais, et j'imagine qu'il y avait Ngouabi, qui était sergent. En 61, je te parle là de 1961. Et mon père, à l'époque, il était administrateur-maire. Malgré l'indépendance, il était resté maire de Boire, de la ville de Boire, qui était la grosse ville militaire, où il y avait la base militaire de toute l'Afrique centrale, la plus importante, avec le 6e régiment RIAOM, régiment d'infanterie d'outre-mer, là, les parachutistes. Et le régiment était commandé par le colonel Bijard. Et sous les ordres du colonel Bijard, tu avais le capitaine Bokassa, qui formait les officiers. Et en 61, si tu veux, Bokassa était venu présenter à mon père, qui était l'autorité civile du lieu, il était administrateur maire de Boire, il était venu présenter à mon père tous les jeunes officiers en formation. Et alors, ils étaient arrivés dans 5 ou 6, 404, toutes neuves, tous ces jeunes officiers avec Bokassa, et Bokassa avait fait mettre en rang tous ces jeunes officiers devant mon père, tu vois, pour le saluer. Et Bokassa, à un moment, il tense un officier qui était là, un élève officier ou sous-officier, je sais pas, en lui disant « Mais toi, je t'ai dit, garde à vous, mets-toi au garde à vous, la femmelette !» Et tout le monde s'est mis à rire. Et c'est après. Et alors, je dis, mais pourquoi il a dit la femmelette? Et on m'a dit que parce qu'il avait refusé de sauter en parachute. Et qu'on avait été obligé de le pousser pour qu'il saute. Et après, j'ai appris, et très longtemps après, j'ai appris ça. C'est le garde du corps d'Ernest Combo qui me l'a appris, qu'on appelait Sassou Nguesso la femmelette. Mais oui, mais c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il n'arrivait pas à sauter en parachute. Voilà. Et puis d'ailleurs, quand il a sauté, il s'est esquinté. Il a eu une fracture parce qu'il a failli être reformé. Sassou a failli être reformé en tant que... J'ai connu la femmelette, je pense que j'ai connu la femmelette quand il était élève avec Bokassa, présenté à mon père. Voilà. Donc tu vois que j'ai une vieille histoire avec Sassou Nguesso. Voilà. Et là, je te parle de 1961, c'est-à-dire qu'on est à peine 1 an après l'indépendance. Voilà. Où mon père est toujours le maire de Boire. Voilà. Je te raconterai tout ça un jour. Non, mais bien sûr, ça c'est vraiment une histoire qu'il faut raconter parce que, d'ailleurs, je ne sais pas, on se communique. Hein. Non, Hervé, on se communique en esprit. Parce que j'ai déjà parlé de cela dans les chroniques que je fais. J'ai déjà dit, j'aurais peut-être Hervé Zebrowski qui viendra nous parler aussi de l'indépendance parce que c'est notre frère de l'Afrique centrale. Il a connu le Congo, Bangui et tout ça. Si tu veux, et moi j'ai compris, j'avais 10 ans, pour moi mon pays c'était l'Afrique, et si tu veux, quand j'ai compris, après l'indépendance, je suis rentré en 6e à Boire, mon père avait monté le premier lycée à Boire où il y avait une seule classe de secondaire, c'était la classe de 6e, j'avais 10 ans, j'étais rentré en 6e, hein, avec plein de petits Oubanguiens, qui avait 5 ou 6 ans de plus que moi, hein, tu vois. Oui, bien sûr, à cette époque-là, oui. Et j'avais 10 ans, et c'est là que j'ai compris, et je te jure que j'en ai gardé un chagrin éternel, que l'Afrique, c'était pas mon pays. Mais pour moi, jusqu'au jour de l'indépendance,
Et après l'indépendance, quand j'ai compris ce qu'était voulait dire indépendance, j'ai compris que j'étais pas dans mon pays, tu vois. Et moi, c'était mon pays, tu vois. Et c'est toujours resté mon pays. C'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui avec toi, tu vois. Non, mais Hervé, je peux te rassurer, même si c'est l'Afrique aux Africains, mais ça reste ton pays. C'est comme nous. Nous sommes détachés aujourd'hui. Regardez, combien d'Africains sont enterrés en France? Ben moi, je suis enterré. Je suis comme vous, je suis enterré en France. Voilà. Non, mais je suis d'accord quand je dis, mais combien d'Africains qui sont même pas nés avant l'indépendance, qui aujourd'hui ils trouvent comme dernière demeure en France. Et pourquoi ils sont pas rapatriés chez eux? Ça veut dire que l'amour du pays dans lequel on a grandi, vous pousse à ce que vous y soyez aussi éternellement. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, moi, je crois à une chose. Nous devons nous battre. Toi, tu es une personnalité à ta dimension, mais tu dois également faire entendre la voix des panafricanistes, parce que tu en es un. Tu es un panafricaniste. Et moi, je t'admire. Je le dis officiellement, publiquement. Il faut que les gens comprennent que les gens, surtout les Africains et le Congolais, t'ont connu à travers le forum. À travers ce qu'on a fait au forum. Mais les gens ont déformé, jusqu'au moment où les gens voulaient te désaxer. Où les gens même voulaient te considérer comme ils sortent d'où et tout, parce que ils ont été cernés par le milieu de Sassou, qui sait que Hervé Zeblowski connaît l'histoire de notre pays. Il a été secrétaire. Je la connais parce que je l'ai vécu. Puis tu l'as vécu, et puis en plus, tu as eu des témoignages post-mortem de Monseigneur Ernest Kombo. C'est important. Moi, je dois tout à Ernest. C'est Ernest Kombo qui vient réveiller et éclairer ma mémoire. Voilà. Parce que je suis tombé, si tu veux, la Providence m'a mis sur la route d'Ernest Kombo, et ça, c'est pas par hasard. Et quand Ernest Kombo me demande de venir exactement le jour de sa mort, à l'heure de sa mort, je peux te dire que ça m'a frappé mystiquement, profondément, et que j'ai réussi à en comprendre le sens, et j'essaierai un jour de te raconter qu'est-ce que ça veut dire, et dans quelles circonstances, et comment, dans quel atroce martyr est mort Ernest Kombo. Ça, je vais le raconter, parce que maintenant, j'y vois clair sur la mort d'Ernest Kombo. Oui, tu vois clair, mais il y a aussi, bon, là, on en parlera peut-être dans quelques jours, parce que quand même, le 8 octobre 2022, on va célébrer, si tu veux, les 14 ans de sa disparition. On va en parler parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui parlent aussi du fait qu'il a été... c'est un autre chapitre. C'est un autre chapitre. On en parlera. Mais le prochain rendez-vous, pour terminer, Hervé, merci d'avoir accepté cette interview, pour ne pas dire cet entretien à bâton rompu, parce que c'est pas l'interview, c'est cet entretien à bâton rompu. Et nous allons reparler du problème de l'indépendance pour éclairer les Congolais et les Congolaises afin que ceux-ci ou celles-ci comprennent leur histoire. Parce que les témoignages, l'histoire, c'est d'abord le récit des vivants que les gens écrivent et après ils transmettent de génération en génération. C'est comme ça. Parce que nous, si notre histoire a été falsifiée, c'est parce qu'il y a eu des mauvais personnages qui ont fait la mauvaise transmission. Et vous savez ce qui s'est passé à la conférence nationale quand Monseigneur Kombo s'est vertué à dire « tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas ». Il avait raison. Et à un moment donné, d'ailleurs, j'ai sorti une vidéo où Monseigneur Kombo dit « mais vous mentez, vous racontez n'importe quoi et tout ». Il s'était même pratiquement emporté, vous avez vu, parce qu'il était excédé.
que les gens dans la salle mentaient, ils ne disaient pas la vérité. Il y a même des moments où Ernest Combeau fait exprès de ne pas écouter, en montrant bien l'indifférence qu'il porte à ce témoignage. Mais voilà, ça ne m'a pas échappé. Et voilà, et c'est ça qui continue. Quand vous avez aujourd'hui les réseaux sociaux qui auraient pu permettre aux gens au moins de présenter certaines choses. Mais Sassou, c'est un mortel, ce n'est pas un immortel. Aujourd'hui, Sassou vous donne quelques bribes de l'argent par-ci par-là pour déformer les faits. Regardez la distraction qu'il y a eu. Aujourd'hui, il y a une histoire au Congo, on parle de Ndenge qui aurait pris les braqueurs et tout. Et ces braqueurs, curieusement, sont maintenant aujourd'hui les anciens ninjas. C'est-à-dire les gars qu'il a recrutés. Mais voilà l'absurdité. C'est toujours une connotation tribale. Pour descendre Ndenge qui a envie, peut-être, de faire comprendre aux autres que vous êtes aussi dans le mauvais chemin. Mais c'est ça. Il faut qu'il se fracture. La communauté nationale et internationale comprenne que ce pouvoir, c'est un pouvoir moribond, c'est un pouvoir criminel. C'est là où, merci de ton soutien, merci, tu as lu mon ouvrage, on en parlera, mais la prochaine émission donc qu'on va faire, toi et moi, sera sur l'indépendance, sur ton témoignage, l'expérience que tu as eue en tant que fils de Lubangui, Chari et du Congo. Parce que c'était Congo. Avec plaisir, mon frère. Merci, allez, merci. Maître, je te salue et que Dieu nous garde. Oui, Dieu va nous préserver. Tu vois bien. Et que Monseigneur, le Saint cardinal. Mais il est là. Je te le montre, il est là à côté. Il est là à côté, là. Le cardinal est là. J'ai les symboles. Il y a le cardinal, il y a le Christ, il y a sa mère Marie, et qui me garde, qui me protège, parce que c'est ça. Moi, j'ai une grotte derrière mon bureau. Je connais ta ferveur de l'eau à Lourdes. Ah oui, non, mais j'ai eu des révélations. Mais je te signale, j'ai eu des révélations à l'époque, d'ailleurs aussi en 96, avec la fille de Sassou, qu'on appelle Claudia. À l'époque, elle était seulement Claudia Sassou Nguesso. Elle était ni Claudia Lembumba. Elle était rien, c'est une petite fille que Sassou voulait me coller. Bon, aujourd'hui, bon. Mais simplement, je le dis, d'ailleurs, c'est dans mon livre, j'ai montré cette photo où je suis avec Claudia à Lourdes. Nous sommes allés prier. Alors, donc, je connais, il n'y a pas de problème. Hein? Comme je connaissais également. À bientôt, mon frère. Edith, bon, merci. À bientôt. Merci, Hervé, pour tout le travail que tu fais. Pour, non, mais c'est un plaisir avec toi. Et c'est très émouvant et c'est un beau dimanche. Et merci. À bientôt, mon frère. Et mon ami maître Massingo Tiassé. Merci beaucoup, Hervé. Merci, ciao. Allez, bien les choses à toute la famille. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil hospitalier. Massingo Tiassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé.